Je remercie Olivier Minet et Vincent Gens de leur invitation. Lorsque Vincent m'a convié à cette journée festive et de réflexion autour de Latitude 50, je me suis beaucoup réjoui de poursuivre mes recherches sur ce que j'appelle les théâtres tout bois. Chouette, me suis-je dit, un lieu de plus à mon corpus, et comme je suis davantage historien des théâtres, j'ai pensé que ce serait une belle occasion d'approfondir un sujet que je connais sans véritablement connaître. J'appelle donc à votre indulgence. Plutôt que de proposer un pensum, je suis parti sur une sorte de voyage en images. Des exemples anciens, récents, des cirques et quelques cousins du côté du théâtre, voire de l'auditorium, que je vais confronter à 4 questions. Toujours guidé par cette intuition par ailleurs, qu'au contact de l'univers circassien, les architectes ne peuvent pas s'empêcher de faire quelques acrobaties. La première question qui m'anime est de savoir s'il fallait situer les cirques en bois tels que Latitude 50 et quelques autres dans une histoire un peu élargie, comment on peut classer ces lieux de l'inclassable? Et qu'est-ce qui les distingue de ce que l'on rassemble sous le grand chapeau des lieux scéniques? Prenons ces schémas typologiques tracés par Eisenhower et Fred Font. On constate qu'ils font partir l'histoire des théâtres d'une sorte de forme originelle que serait le cercle de la scène pour décrire ensuite une multitude d'articulations géométriques entre la scène et la salle. Cela m'amène à la remarque suivante. Avec la persistance de sa forme circulaire déduite de la course du cheval durant des siècles, le cirque pourrait être vu comme un modèle à part, un modèle dont la forme circulaire a persisté et constitue, pour le cirque contemporain qui n'a de cesse de casser les codes, une signature traditionnelle aussi prégnante que la cage et le cadre de scène ne peuvent l'être pour le théâtre contemporain. Je reviendrai sur cet enjeu tout à l'heure. Je me demande par ailleurs, à l'heure où plusieurs cirques récents arborent, si je puis dire, le bois, si le cirque arboré charrie les mêmes symboliques que celles des théâtres quand ceux-ci abandonnent la mécènerie pour adopter à leur tour le bois. Je m'explique. Certes, l'architecture fait usage de la colonne depuis toujours comme un arbre domestiqué. Mais je crois que dans les lieux de spectacle, les métaphores liées au bois, à la forêt et à leur figure spatiale s'exercent encore plus fort. Quelques exemples pour s'en convaincre. Qu'il s'agisse des premiers théâtres en bosquet ou des premiers théâtres élisabétains, au fond, la scène ou la cavea, là où l'on installe les spectateurs, se présente souvent comme une clairière et la limite, où l'on bascule du réel à la représentation, comme une lisière franchissable par le regard. Ce thème, repris régulièrement, comme on le voit très bien ici, est peut-être présent dans la rotondité des cirques, dans la mesure où les chapiteaux de bois, on le verra tout à l'heure, bordent la piste d'une série de grands poteaux élancés. D'autres métaphores sont à l'œuvre dans les théâtres, si je m'en rapporte aux descriptions des concepteurs du théâtre du Jorat, surplombant Lausanne, ou Auguste Perret à propos de la salle de musique qu'il dessine pour Cortot à Paris. Dans un cas comme dans l'autre, les salles sont comparées à des instruments géants, le bois faisant l'objet d'une mise en œuvre digne d'un luthier. Plus rarement, certains concepteurs établissent un lien entre acoustique et symbole de la forêt en organisant un véritable couvert au-dessus de la salle, de façon à reproduire des réflexions sonores, comme sous une canopée. Sauf erreur de ma part, mais alors là je demande qu'à être contredit, je n'ai pas trouvé pour le moment de cirque qui s'apparenterait à un grand tambour, et encore moins un chapiteau qui, pour des raisons sonores, mimerait un feuillage. Y aurait-il d'autres symboles dans les cirques en bois? Très probablement, car c'est le propre de l'être humain que de projeter des modèles, des archétypes, des formes d'analogie, autrement dit des interprétations dans les formes architecturales qui se déploient sous nos yeux et que nous vivons au quotidien. Pour ma part, je voudrais avancer que les charpentes que je vais vous montrer rejouent peut-être l'espace fantasmagorique qu'est ni plus ni moins l'arbre lui-même. C'est-à-dire des chemins déployés dans le ciel, tantôt verticaux et tantôt horizontaux. Qui n'a pas parcouru des branches avec la peur et la fascination, le plaisir de découvrir un autre monde si proche et pourtant si lointain? Je vous laisse méditer ces questions en égrénant quelques images célébrant l'arbre en tant que dispositif et peut-être, il me semble, des transpositions de sa structure mêlant la verticalité à l'horizontalité, comme par exemple, ici au centre, dans la pratique indienne de Malakamba.
Si vous m'aviez consulté il y a encore 2 ou 3 ans, j'aurais peut-être soutenu l'idée selon laquelle l'architecture foraine, et par extension les cirques, ont maintenu de tout temps un lien fort à la construction en bois, du fait de leur caractère nomade démontable. C'est un point de vue que j'ai été amené à nuancer au fil de mes dernières recherches, parce que je me suis en effet rendu compte qu'un nombre considérable de théâtres tout bois, pas seulement l'intérieur, mais aussi leur enveloppe, existent. J'en suis à quasiment 800 exemples récoltés. Les raisons de l'usage généralisé du bois dans ces théâtres reposent souvent sur une forme d'urgence et d'économie. À Dresde, ici, par exemple, on dresse un vaste théâtre provisoire à la suite d'un incendie. Et bon, c'est un provisoire qui est très grand. On parle de 1500 places, quelque chose comme ça. J'en ai toute une collection dont les dernières actualisations ont été la Comédie Française à Paris, notamment, ou encore un théâtre provisoire à Saint-Gall, en Suisse, le temps d'élaborer un théâtre définitif. Mais comme je savais que nous évoquerions un petit peu Riga aujourd'hui, voici 2 exemples dont on reparlera peut-être tout à l'heure, de cette ville où l'on voit un premier théâtre provisoire en bois, assez étonnant avec ses avant-corps qui s'avancent multiples, et puis un autre un peu plus tardif à droite. Il n'est pas inintéressant de noter que certains grands théâtres en bois ont itinéré dans toute l'Europe, pas seulement des chapiteaux. Par exemple, ici, vous avez ce théâtre formidable du magicien allemand Bruno Schenk, qui a, à ma connaissance, été monté et démonté dans une quinzaine de villes jusqu'en Russie, et qui comprenait quand même 2000 places. On ne parle pas d'un petit outil. Alors à la fois, vous voyez, de grande taille, et pourtant, ce que j'aime beaucoup dans cet exemple, absolument rudimentaire. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment le volume uniquement nécessaire. Il n'y a pas de fioriture. On voit toutes les parties. Il faut rentrer. Donc on a un escalier. Il faut une cage de scène, donc ça dépasse un petit peu. C'est une grande boîte. Ou, autre fait que je relève, certaines grandes salles stables, aux usages multiples, comme ici le Politeama de Viareggio, qui ont été érigées sous la forme de rotondes de bois qui ressemblent fort à des cirques de la tradition, qui sont érigées en Europe à la même période. La deuxième question que je souhaiterais évoquer prend la forme d'une contradiction pouvant se résumer en une formule, le paradoxe de la confortable légèreté. Il me semble en effet que, depuis Thespis et son fameux théâtre chariot de la Grèce antique, le cirque est traversé par l'envie de voyage, tout en essayant de s'inscrire dans un lieu confortable. C'est évidemment une tension très intéressante, car la toile de chapiteau peut être vue comme un gage de liberté, quand la pierre des cirques pérennes propose un gage de confort. Entre ces deux extrêmes, les chapiteaux de bois conservent un peu de la liberté et disposent potentiellement un peu plus de confort. J'aime beaucoup cet entre-deux, que je retrouve par exemple dans les fabuleux cirques miroirs nés en Belgique et qui ont diffusé partout, ou encore ce que Christian Dupavillon désigne comme les semi-constructions dans son ouvrage de référence sur l'architecture des cirques. Ici, les cirques roches, parce qu'il y en a eu plusieurs modèles, il y en a qui ont brûlé, ça a été reconstruit, ça a été adapté, et donc différentes déclinaisons en guise d'exemple. Mais prenons 2 exemples plus récents qui ont quelque part assumé cet entre-deux. Et il faut que je vous raconte pour ça l'histoire de cette espèce de drôle de théâtre qui était le théâtre d'Orsay de Jean-Louis Barrault dans la gare d'Orsay à Paris. Après plusieurs mois passés, il faut savoir que Jean-Louis Barrault a eu 9 théâtres dans sa carrière, et puis
le souhait de s'implanter. Et, donc il a été de théâtre en essayant d'améliorer et tout ça. Et il explique qu'en fait, il a appris beaucoup de choses en étant dans des chapiteaux de cirque. Au point où, le jour où il se retrouve à s'installer dans la gare d'Orsay, il avait été en tournée dans le cirque Fanny. Et il a la possibilité de louer le cirque Fanny. Donc il s'installe à l'intérieur de la gare, sous le chapiteau Fanny. Et à l'issue donc de ça, il décide de pérenniser sa présence au moyen d'un théâtre intégralement en bois, dont la charpente en lamellé collé, dont on voit les premières esquisses ici, serait en exergue au-dessus du public, ce qui lui fait soutenir la chose suivante, je cite, « La forme de la salle tient du chapiteau et de la grange ». Alors, il va travailler avec Claude Percet, qui est un scénographe architecte, et ils mettent au point ce prototype qui est l'accumulation de toutes les connaissances. Il le présente véritablement comme le prototype, la résolution en fait de toutes les choses qu'il a expérimentées dans sa carrière de metteur en scène. Notamment, ça porte sur la disposition de la scène et la salle, parce que la scène est une scène intégrée, c'est-à-dire qui donne directement et sans coupure avec les gradins. Donc il y a une forme d'unité voilà, retrouvée comme ça, ce qui est un choix en fait pas tout à fait évident, qui permet une certaine proximité, mais qui empêche d'avoir une cage de scène et donc des effets un petit peu de l'ordre de l'illusion. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Cette scène est dite tripartite, c'est-à-dire qu'en fait, elle est extrêmement latérale et il y a des poteaux comme ça qui viennent scander ces trois parties différentes. La partie centrale, vous voyez là, et puis les bas-côtés. Donc ça latéralise le jeu. Et puis enfin, il insiste beaucoup aussi sur ce qu'il appelle la distance magnétique, c'est-à-dire en fait, à force d'avoir tourné par Mont et par Vaux, alors je ne saurais pas vous donner la formule magique, mais à un moment donné, il détermine qu'il y a une distance maximale, peut-être 18 mètres, je ne sais plus de mémoire comme ça, au-delà de laquelle, au théâtre, au cirque c'est probablement différent, mais on a du mal à engager le public, à le rencontrer de manière convaincante. Donc évidemment, il reporte tous ces principes à l'intérieur de son théâtre et il fait fabriquer donc cet édifice-là, dont la charpente est, quand je disais en exergue, elle est extrêmement présente et assumée à l'intérieur même de l'architecture. À gauche, Jean-Louis Barrault décrit dans cette image, dont je n'arrive pas à retrouver l'origine, malheureusement, mais que je trouve extraordinaire parce qu'il mime l'entrecroisement du bois de ses mains. Ce chantier complètement dingue à droite, à l'intérieur, donc de reconstruire un espèce d'ouvrage à l'intérieur d'un ouvrage. Et voilà ce que donne, en définitive, ce lieu qui devait être raccord avec l'usage de la gare à l'époque, puisqu'il y avait encore des trains de banlieue qui passaient dans les sous-sols. Et Jean-Louis Barrault raconte qu'il s'était mis d'accord avec le chef de gare pour décaler un peu les départs ou les arrivées quand le spectacle commençait. Voilà. Alors, c'est une histoire malheureusement triste dans la mesure où le théâtre tel qu'il est n'existe plus, même si j'ai essayé de le refabriquer. Là, c'est une maquette que j'ai faite avec la société Lito, c'est mon collaborateur Timothée Panier, pour le Centre national de costumes de scène à Moulins, qui vient d'être inauguré tout juste. Alors bon, elle paraît formidablement grande, mais en fait c'est quand même une petite maquette. Et donc on a pour la première fois essayé de reparcourir cette aventure d'après les plans. Et c'est une histoire triste, mais quand même belle et joyeuse, puisqu'en fait, à l'issue donc de son obligation de quitter les lieux, Barrault se dit c'est pas possible, j'ai quand même inventé mon modèle parfait et tout ça, je ne vais pas pouvoir le laisser comme ça. Et il embarque la charpente. Et le jour où il obtient de s'installer au théâtre ce qui va s'appeler le théâtre du Rond-Point, sur les bas des Champs-Élysées, il fait remonter la charpente par d'autres architectes, tant et si bien qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans la grande salle du théâtre du Rond-Point, vous pouvez admirer la charpente du théâtre d'Orsay, ce qui est une greffe architecturale pas tout à fait commune. Plus proche encore, l'aventure séminale du théâtre équestre Zingaro. Le bois, cette fois, est un moyen de mettre au point un modèle entre le théâtre, le cirque et l'écurie. Je cite ses concepteurs. La réminiscence enchevêtrée d'une église villageoise, d'une halle de marché et d'un cirque à l'ancienne. Donc, autrement dit, on a quelque chose qui est à la croisée du fixe et du mobile,
Ça ne devait pas forcément rester d'ailleurs, à la croisée du cirque en dur et du cirque en toile. Et j'adore ces dessins-là, parce qu'à mon avis, ils montrent cette contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, ils dessinent un truc qui va être en bois, mais qui ressemble quand même à quelque chose qui potentiellement serait de la toile tendue, tout à fait démontable. Or, ça ne va pas être le cas, hein, ça va progressivement être en bois, comme on va le voir, comme on le voit là dans ces esquisses. Ça va être construit comme un décor. D'ailleurs, il y a même un renversement dans ce projet, peut-être vous le savez, mais il décide de faire construire le bâtiment par la troupe elle-même, considérant qu'en fait, il ne s'agit jamais qu'un décor un peu plus grand que la normale, et que si on s'y met tous, on va arriver à construire cette architecture. Bon, alors ça va donner ça, avec l'idée aussi que le bois, c'est super parce que c'est adaptable, et d'ailleurs, ils ne vont pas s'en priver, puisque déjà, au bout d'un an, ils vont déjà scier dans les gradins, changer des trucs, etc. Donc ça a prouvé aussi son évolution, d'une certaine manière son inconfort, parce que Bartabas parle souvent quand même du côté un peu rustre de la chose, mais de sa capacité d'évolution. Je vois le même enjeu dans le projet de l'Académie Fratellini de Saint-Denis. Alors ça, ce sont des exemples que vous avez retrouvés dans le livre de Vincent, en fait. Peut-être même de façon plus explicite encore, puisque la couverture, qui est à la fois en bac acier récupéré de Walt Disney et des plaques de polycarbonate, ressemble là à un liner de chapiteau. Je serais tenté de dire qu'il s'agit d'un cirque solidifié, donc on a encore cette espèce d'idée de paradoxale, un provisoire qui se solidifie, un chapiteau statique mais qui donne l'impression d'être tendu et qui est aussi en équilibre instable. Regardez ces images, moi c'est ce qui me frappe en particulier à droite. Il y a presque, on dirait, des étais. Hein. Ce sont du pain Douglas qui est même pas, dont on n'a pas enlevé l'écorce, hein, qui est tombé peu de temps avant lors d'une tempête et qui est réutilisé à la suite pour tenir les gradins qui dépassent de cette espèce de gros chapiteau à facettes. Je cite, pour rentrer dans le détail, une charpente qui repose sur 4 tabourets triangulaires en bois qui absorbe les circulations verticales, les fluides et les réseaux. Elle tient à la fois d'un chapiteau et d'un village de fortune qui durera pour toujours, puisque tout le monde le veut. Donc ça fait quand même 29 mètres de haut, 34 mètres de large, sans poteau. Loïc Julienne, qui est l'un des architectes, évoque l'ensemble des bâtiments conçus comme une place de village où le cirque s'installe. Et je termine le commentaire en soulignant le fait qu'on passe quelque part du lisse et du continu de la toile aux facettes et à la discontinuité de la charpente. Je me suis dit que cette contradiction n'est pas épuisée, qu'elle a peut-être même de beaux jours devant elle. Je le dis devant elle en pensant par exemple au pont Jouarre inauguré au Mans l'an dernier, à propos duquel Christophe Tellman déclare qu'il s'agit d'une grande goutte, donc quelque chose qui tombe, mais aussi d'un édifice qui s'arrache à l'attraction terrestre. Et moi, je retrouve à nouveau cette espèce de contradiction, en fait, le fait de s'implanter et puis le fait de s'envoler ou de partir ailleurs. Mais j'en dis pas plus puisque Christophe est là et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre avec lui ensuite. J'ai laissé provisoirement de côté ce que vous aurez à coup sûr remarqué image après image, à savoir le caractère spectaculaire des constructions de chapiteaux de bois. Si spectaculaire qu'il pose à mon avis le problème de ce que j'appelle le théâtre qui fait théâtre. Je crois en effet que les lieux de spectacle ont pour tâche de concilier le caractère exceptionnel de l'espace performatif, de la monumentalité de son architecture, de l'atmosphère singulière qui doit nécessairement s'en dégager. Encore qu'un théâtre ou un cirque dessiné comme le salon d'un HLM ressortirait forcément du lot. Et faire en sorte que ce caractère soit compatible avec un double impératif lié aux pratiques artistiques que l'espace performatif accueille. D'une part, que le spectacle de l'architecture n'empêche pas le spectacle tout court.
artistes se plaignent des fois de l'architecture dans laquelle ils sont. Et je vous renvoie de ce point de vue-là à quelque chose qui pour moi a toujours été un cas limite, c'est le moment où l'acteur Gérard Philippe va jouer dans le théâtre olympique de Vicence, qui est donc un théâtre de la Renaissance dessiné par un grand architecte qui est Andrea Palladio. Et à la fin, il s'exclame, il dit en fait, ce théâtre, il joue par lui-même. Manière de dire, il est tellement décoré qu'en fin de compte, on ne peut pas faire grand-chose. Là, pour le coup, l'architecture nous marche sur les pieds. L'autre impératif est d'organiser une certaine généricité de l'espace, pour ne pas dire neutralité ou standardisation, qui sera garante de la bonne circulation des performances d'un lieu à un autre. Alors, je vous donne un exemple très concret ici à Marchand. La teinte de bois clair, par exemple, qui est utilisée dans le cirque, c'est un vrai choix, dans le sens où on se pose toujours la question de savoir s'il faut neutraliser les parois en noir ou pas, ou accepter une légère réflexion lumineuse des murs qui apporte une chaleur indéniable à l'ambiance d'un lieu. Et donc, j'imagine qu'on pourra en discuter avec Mathieu Meunier tout à l'heure. Pour le plaisir, j'ai réuni quelques images illustrant justement des structures spectacles. Ça peut venir des dimensions et de l'ambition. Par exemple, si on se reporte au Grand Cirque Alexandre, dont vous avez vu la structure juste avant, dressée autrefois à la Foire Saint-Lazare de Marseille, et qui défraye la chronique comme étant le plus grand théâtre tout en bois de son temps. J'en profite pour vous dévoiler quelques cousinages, des parentés dans la manière d'organiser un franchissement dit radial de grande portée, c'est-à-dire avec donc une espèce de coupole, une coupole centrée. De mon point de vue, la culture constructive des auditoriums Shotoka aux États-Unis est absolument remarquable et sous-évaluée. Mais je dois avouer moi-même que je l'ai découverte il y a peu de temps. Certains de ces lieux, à mi-chemin entre le lieu de représentation et le lieu spirituel et social, ont d'ailleurs des procédés constructifs brevetés. C'est le cas de celui de droite, Shelbyville, dont un brevet décrit le procédé de charpente. Parfois, le franchissement est thématique. Par exemple, dans la coupole foraine du magicien Henri Rolter, censé renfermer tous les secrets de la création, sous forme récréative, bien entendu. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait dedans, parce que donc c'est dans une grande fête foraine, c'est une attraction. Donc les critiques et les traces qui nous en restent dans la presse ne pouvaient pas dévoiler les trucs qu'il y avait à l'intérieur. Mais finalement, j'ai fini par tomber sur un article qui décrivait à peu près tout, et notamment les subterfuges. Et donc, il y avait ce lieu-là qui a été construit d'abord à l'exposition universelle de Saint-Louis, puis après qui a circulé, qui a été même construite en copie, proposé d'entrer par une cascade, puis ensuite d'arriver dans un bateau qui filait à fond la caisse sur une espèce de canal, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fin de compte, non, le bateau est fixe, et c'est tout le décor qui bouge. Un décor qui raconte toute l'histoire humaine jusqu'au moment où on descend et on rentre dans la coupole, et là on assiste à un grand spectacle qui nous raconte ni plus ni moins que la création à partir de la Genèse. Je vous amène progressivement à votre insu, en des temps plus récents, manière de montrer que l'histoire continue, et c'est une supposition que je vous propose, que la spectacularité s'accentue. Pour cela, je vais à nouveau m'appuyer sur les réalisations de Patrick Bouchain et de l'agence Construire, dont on a vu avant le théâtre Zingaro et l'Académie Fratellini. Dans le projet du Chanel à Calais, que je considère à titre personnel comme la synthèse des travaux de cette agence, la construction même du chapiteau fait l'objet du spectacle. Son parachèvement, à l'aide d'une grue, est un événement à part entière auquel le public est invité. Cette idée est reprise au plus petit cirque du monde, à Bagneux. Un exemple un petit peu plus tardif, on est en 2015. Voici l'extérieur. Ça rejoue cette espèce de contraste entre peut-être
une partie basse qui serait dure et puis une toiture qui serait légère, puisque là aussi il y a du liner qui vient recouvrir, donc c'est une espèce de toile de cirque très résistante. Elefthérios, son directeur très accueillant que vous voyez à gauche, se fait un plaisir d'ailleurs de vous rappeler cette célébration du lever de structure lorsque vous parcourez les espaces de son cirque. L'autre spectacularité qui me semble ressortir des cirques contemporains, et le plongeoir du Mont pourrait d'ailleurs en faire partie à mon avis, c'est celle qui fait de la structure ce que je serais tenté d'appeler un théâtre de l'effort. Vous me rétorquerez que l'architecture, par définition, est une mise en scène des efforts. Depuis, au fond, que les architectes se sont évertués à révéler ou cacher ce que l'on appelle les descentes de charge en architecture. À ce jeu, certains architectes s'en sont tenus au principe lisible suivant. L'architecture est un assemblage d'éléments horizontaux et verticaux, articulés plus ou moins harmonieusement, selon le principe des ordres, et plus particulièrement cette habitude d'orner les articulations. Bon, ça sert à cacher les fentes, hein, les fêlures, etc. Bref, ces endroits qui transfèrent les efforts du haut vers le bas. D'autres ont souhaité échapper à cette fatalité dictée par la gravité terrestre, l'architecture moderne en tête, en donnant l'impression que l'architecture peut s'exonérer de la pesanteur. Oui, mais alors le cirque dans tout ça. Que pouvait-il advenir en ces lieux éphémères qui ne tombent pas tant vers le sol qu'ils ne risquent de s'envoler si on ne les retient pas par des piquets ou des pieux, je ne sais plus comment on dit. Je n'ai pas eu le temps de retrouver, mais bref. Pardon ? Des pinces, voilà, je savais bien qu'il y avait un mot, des pinces, merci. Alors, ça fait du bien de se dire que dans la cathédrale de l'équilibrisme, c'est du direct. La cathédrale de l'équilibrisme, de la performance corporelle dans toutes les remises en cause physiques possibles, eh bien, ça déteint finalement sur les structures que dessinent les architectes. À mon avis, elles ne disent pas seulement que ça pèse ou que ça peut décoller, elles disent aussi la musculature, la tension juste avant la rupture, ou l'équilibre, non pas parfait, mais précaire, instable, risqué. C'est ce qu'évoque pour moi la salle du Pôle national des arts du cirque, ici, ou le plus récent DEN, un auditorium nomade conçu en Grande-Bretagne par l'agence d'architecture Avers et Tompkins. Pour ne citer que celle-ci, car, j'imagine, il y en a d'autres. J'entends maintenant presque votre reproche. Comment a-t-il pu tenir 13 pages entières sans encore évoquer l'attitude 50 ? Eh bien donc, je dois m'en expliquer. Et il y a au moins 3 bonnes raisons à cela. La première, d'abord, c'est la timidité, bien sûr, alors même que l'architecte, et le directeur, l'auteur du livre sur l'attitude 50 sont là. Voilà. Et tout ça, la deuxième raison, c'est que je pense qu'en fait, ils vont nous expliquer leur point de vue ensuite. Donc je pense que ce sera beaucoup plus légitime. Et puis, au fond, je pense qu'il y a un nombre d'enjeux que j'ai soulignés auparavant sont présents dans cette magnifique architecture que l'on célèbre aujourd'hui. Et je me réserve, quand j'aurai lu le livre de Vincent, de pouvoir peut-être écrire moi-même quelques lignes dessus. Pour finir plus sérieusement, l'attitude 50 me semble concernée par une question passionnante en jeu dans les cirques contemporains et que j'ai baptisée « Quand le cercle prend la tangente ». Si, comme je l'ai formulé au début de mon exposé, les théâtres et les cirques sont des lieux du collectif rassemblés dans ou autour de cette fameuse figure du cercle. Peter Brook l'a assez martelé. Il est évident que l'expérience du spectaculaire est une perpétuelle remise en cause. Que la scène serait donc et de la permanente contestation, que la scène serait un espace limité et parfaitement circonscrit. C'est révoltant. Ce serait révoltant de s'en tenir à cela. Souvent, les architectes et artistes ont essayé d'anticiper cet enjeu en proposant d'élargir, d'éclater la scène, bref, de chercher de nouvelles formes qui offriraient toujours et encore une libération. Le temps des avant-gardes historiques, de ce point de vue, est très intéressant, car dans la dynamique de spatialiser et mécaniser toujours et encore plus le jeu, les projets,
des projets se sont inspirés de l'espace circassien et en ont dérivé. J'en veux pour preuve les projets de Weininger, par exemple, et notamment de ce cirque sphérique qui, à droite, autour d'un mât, ou encore ce dessin étonnant où Weininger essaye de tordre l'espace circulaire à la verticale et à l'horizontale. Je pense aussi à Chavisky avec cette espèce de théâtre spatial qui reprend les codes du cirque avec des bassins, des moulins, des ascenseurs, des plongeoires, des plateformes en tout genre, des passerelles, sans qu'on ait aucune indication sur une quelconque réalité d'un lieu, de limite et de la. Donc il y a encore l'idée d'une pesanteur, mais tout ça est très abstrait. Et puis peut-être la palme reviendrait à Kistler à droite, dans cet œuf en verre de 200 mètres de diamètre, où il se met à rêver un théâtre entièrement mécanisé. Le machinisme aussi est prégnant dans cette époque-là. Et qui tournerait presque comme une horloge. Il y a aussi ces tentatives, depuis la nuit des temps, d'ouvrir le cercle, à l'instar du théâtre de Curion dans l'Antiquité, et d'autres à la suite, avec cette même tentative, faire tenir ensemble sans fermer, installer un centre sans obliger de tout centrer. Or, je classe volontiers le cirque de Marchin, qui installe une latitude, dans tous les sens du terme, dans cette lignée-là.